Bon midi, lecteurs, lectrices. Je m'appelle Marie-Hélène Frenette-Assad et j'aurai le bonheur aujourd'hui de m'entretenir avec l'autrice Francine Ruel. Tout de suite, je vous le dis, si vous avez des questions au courant de l'entretien, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. On va me les partager. Puis à la fin, je prendrai un moment pour les poser à Francine. Francine Ruel, on vous connaît évidemment comme comédienne, mais c'est comme autrice que j'ai la chance évidemment de vous rencontrer aujourd'hui dans le cadre du Salon du Livre. En plus d'écrire pour la télévision, le théâtre, la chanson et le cinéma, vous avez publié 16 ouvrages, dont la très populaire saga du bonheur et le best-seller Anna et l'enfant vieillard, qui sera bientôt adapté au petit écran. On aura la chance de s'en reparler tantôt. Mais aujourd'hui, on va surtout parler de votre nouvel ouvrage, Le promeneur de chèvres, que vous venez de faire paraître l'automne dernier aux éditions Libre Expression. Le promeneur, je vais le résumer si vous voulez bien, Francine, puis vous pourrez me corriger au besoin, là, mais Le promeneur de chèvres, c'est un récit que j'ai trouvé très, très moderne d'un jeune homme, Gilles, qui a tout perdu à cause de la crise sanitaire de la COVID-19. Son grand-père, Henri, va le voir à la télévision. Il va se rendre compte que son petit-fils vit dans un campement pour personnes itinérantes et il va le ramener chez lui, à la campagne, dans les cantons de l'Est, sur sa ferme. Dans ce livre, on assiste aux retrouvailles de ces deux hommes, mais surtout, en tout cas, c'est ce qui m'a le plus touché, je dois dire, à la transmission du savoir entre deux générations. Le grand-père va user des fois de stratégies pour montrer son savoir, peut-être bien malgré le désir de son petit-fils. Francine Ruel, je vous avoue que j'ai été très touchée en lisant ce livre-là, très interpellée aussi. Aviez-vous d'avance décidé que vous aviez envie de parler à une jeune génération? Parce que j'ai comme envie j'ai comme l'impression qu'on veut nous parler dans ce livre-là. Ben, pour faire une histoire courte, on était en pandémie longtemps, tout le monde, et c'était incroyable parce que moi, quand j'écris, j'ai rarement de temps. C'est comme si je grappille du temps à ma vie de tous les jours, quand je joue d'autres projets, etc. Puis c'est comme, presque toujours fonctionné comme ça. Mais là, j'en avais du temps. La panique, la grosse panique. J'avais trop de temps, j'arrivais pas à trouver de sujet, je voulais écrire, je me chicanais tous les jours en disant, ben voyons donc, t'as du temps, utilise-le, fais quelque chose. Et je me disais, ça serait le fun de faire un roman, peut-être, qui touche à la pandémie. Mais je voulais pas la faire pendant. Mal m'en a pris parce que j'ai pensé faire un roman d'après-pandémie. Post-pandémie. On est sorti de la pandémie et tranquillement on recommence à vivre. Ben, je pense qu'il a Paris trop tôt, là. J'ai eu l'impression d'avoir écrit un roman très, très futuriste, là, parce que c'était pas encore ça. Mais à la fin, j'ai tricoté en disant ça, je peux pas parler de ça, on est encore là-dedans, ça aussi, ça aussi. Alors, ça a été complexe. Mais l'idée m'est venue d'une drôle de façon. Le promeneur de chèvres, c'est mon agent littéraire, Patrick Limbrugger, pour ne pas le nommer, qui s'occupe d'auteurs et qui, en même temps, a des chevaux chez lui, des poules, des oies et des chèvres. Il s'occupe de chèvres, il adore les chèvres et je suis allée quelques fois et j'ai capoté sur les petites chèvres, j'ai trouvé ça formidable. Et lui, 2 fois par jour, au printemps, à l'automne, même en hiver, des fois quand il pleut pas, parce que les chèvres détestent la pluie, il va promener ses chèvres dans ses prés pas loin, avec un manuscrit à lire, tranquille sur une roche, pendant que les chèvres broutent. Puis il y a du monde qui ont dit, on peut-tu se promener avec toi? Puis de fil en aiguille, les gens ont dit, mais t'as pas pensé à en faire une activité touristique? Ça a lieu à... Et je me disais, c'est qui les gens qui se promènent avec toi? Alors, il a commencé à me parler de certaines personnes et je me disais, mon Dieu, c'est formidable, la brochette de personnages qu'on peut aller chercher, qu'on peut placer. En tant qu'auteur, tu inventes et tu places des personnages avec un promeneur de chèvres. Mais comme m'a dit mon agent littéraire, et je t'ai fait tout à fait d'accord avec lui, ça fait pas un bien gros roman, c'est juste un promeneur de chèvres. Je suis depuis plusieurs années très sensible à la passation des savoirs. Pour moi, j'ai de la peine de penser qu'il y a des métiers qui vont se perdre parce qu'il n'y a pas de relève.
Tu sais, de père en fils fini, ça n'existera plus, de mère en fille, c'est rare, là. Puis, les gestes que certains hommes ou certaines femmes ont posés, le vrai geste physique, il y a personne qui vont les refaire. Ou ça va être fait autrement, différemment. Mais ce geste-là, moi j'ai un ami orfèvre à Paris, là, et horloger, il travaille comme horloger, il travaille un peu comme orfèvre, mais c'est surtout comme horloger. Il a jamais trouvé personne pour prendre la relève. Ses enfants n'ont pas voulu, il a essayé d'initier des gens. Et ces gestes-là, et qui sont d'une précision de petits, j'adore les petits détails, moi. Ces petites choses, et de me dire que c'est dommage, ça n'existera plus jamais. Et je me dis, y a-tu moyen de trouver une histoire où un homme, par le biais, en prenant des raccourcis, en étant ratoureux là, des fois parce que c'est difficile, sans donner de leçons, sans dire moi t'apprendre comment ça marche, amener quelqu'un à apprendre quelque chose de différent. Et j'ai mis un métier très particulier à Gilles Gilou, c'est-à-dire qu'il travaillait dans le voyage. Il y a un métier qui a été vraiment qui a subi la pandémie. Tu voyages plus, il n'y a plus d'avion, tu te promets. En tout cas, bref, lui, il y avait plus rien, donc il avait tout perdu et il pouvait pas faire son rêve, son envie d'être voyageur. Et c'est comme si j'ai amené Enrique, à l'amener à faire d'autres types de voyages, c'est-à-dire des voyages intérieurs, des voyages avec des gens par petits groupes. Il refait la même affaire qu'il faisait en voyage, mais il le fait différemment. Alors, ça a été mon moyen. Et j'ai lu un roman exceptionnel que je vous montre, j'espère que tout le monde le voit bien, Sous le soleil d'Escorta, de Laurent Godet. Cette année-là, il a eu le prix Goncourt avec ce roman. C'est un des grands romans que j'ai lu, il était brisé, en tout cas, bref. Je le garde, c'était mon livre de chevet pendant longtemps, parce que dedans, j'avais trouvé quelque chose d'incroyable. Il y a un des personnages qui fait ça. Et quand j'étais rendu là dans le bout du roman, je sais pas pourquoi à la fin de ça, je me suis mis à pleurer comme un bébé en disant, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai été ému comme ça? Pourquoi ça me fait pleurer tant que ça? Et c'était ça, un personnage qui rassemblait sa famille et qui leur disait, nous, on n'a pas parlé pendant des années. On a été des taiseux. D'abord parce qu'on avait quelque chose à cacher, mais on n'a pas parlé. Mais à partir de maintenant, est-ce que tout le monde, tous les membres de cette tablée, il y avait tout le monde, là, les oncles, les tantes, les cousins, les grands-parents, les arrière-grands-parents, les enfants, tout le monde était à la même table. Et elle leur a dit, maintenant, est-ce que vous pourriez apprendre à vos enfants, à nos enfants, quelque chose que vous possédez, que vous connaissez? Faites-vous la promesse, on se fait tous la promesse aujourd'hui, que c'est ce qu'on va faire. On va passer une connaissance à notre famille qui va devenir tellement plus riche après cela. Et ça m'avait touché beaucoup. Alors, c'est comme ça que j'ai tricoté Le Promeneur de chèvres. Ce vieux monsieur, Pays basque, je trouvais que c'était important d'amener une autre culture aussi ici au Québec. Un grand lecteur, donc je me suis fait plaisir en allant chercher la littérature parce que je vis, moi, il y a comme 6 bibliothèques dans la maison, il y a des livres partout. Alors, je trouvais ça important d'amener ça. Mais c'est super intéressant. Puis ce que j'ai remarqué aussi en faisant un peu de recherche sur vous, c'est que vous-même, vous avez transmis le savoir beaucoup. Vous avez enseigné aussi. Avez-vous eu à un certain moment donné ce rôle de mentor aussi pour des plus jeunes? Quel genre de mentor ou d'enseignante vous avez été, selon vous? J'ai commencé à le faire en tant que comédienne. Je donnais des cours d'improvisation. D'abord, j'ai fait la Hélénie pendant 7 ans. J'ai enseigné en Europe. Après ça, je l'ai fait ici. J'ai enseigné aux comédiens aussi. Et aux auteurs, j'ai adoré faire ça. Et je le fais encore. Je donne encore des ateliers. Mais il y a des gens qui ont été importants pour moi, qui m'ont appris des choses. Et je pense que plus jeune, je me suis fait une promesse de jamais être une mémé, mais d'être une pépé, une passeuse de passion. Ça, pour moi, c'était bien important. Aller dans les écoles, parler aux jeunes, parler aux adultes et de dire, mais moi, je connais ça, là, je l'ai tout ça. Pourquoi ça mourrait avec moi? Ben, si vous en voulez, je le donne, vous en ferez ce que vous voudrez avec, et puis voilà, quoi. Et je pense que c'est comme ça qu'on devrait faire pour nos enfants, nos petits-enfants. J'ai pas de petits-enfants, moi, mais j'en ai autour d'aller donner la connaissance, est importante. Oui, puis donc vous vous retrouvez probablement souvent quand les choses se passent en personne, vous vous retrouvez
dans des salons du livre. Vous m'avez parlé, donc, dans les prochains mois, vous allez parcourir le Canada pour visiter différents salons du livre au pays. Vous rencontrez peut-être des jeunes auteurs, autrices. Moi, je trouve ça fascinant que la première chose que vous dites, vous voulez passer la passion, que ce soit dans votre processus créatif. J'ai trouvé ça intéressant quand vous avez dit vous grappillez du temps ici et là, parce que c'est comme ça aussi que des fois on peut se permettre d'écrire. Qu'est-ce que vous voudriez passer comme savoir à un jeune auteur ou une jeune autrice? Oh mon Dieu, c'est bizarre parce que dans les ateliers d'écriture, je leur dis des choses comme, bon, il y a Marguerite Yourcenar, moi j'ai une phrase dans mon bureau qui dit, le plus difficile pour un auteur, ce n'est pas d'écrire, c'est de s'asseoir à sa table. Et j'ajoute à ça Elisabeth Georges qui dit dans un de ses essais sur l'écriture que elle, quand elle est en période d'écriture, elle s'achète des gallons et des gallons de colle à cul. T'en mets sur ta chaise, tu t'assois sur ta chaise, puis t'écris. C'est la seule façon d'y arriver. Alors ça me fait bien rire. Mais moi, je l'applique moi-même en disant comme, garde là, on a tellement envie de faire d'autres choses, de s'éviter soi-même, que c'est une rencontre, c'est un rendez-vous qu'on doit faire. Et ben, moi, j'ai appris sur le tas l'écriture. J'ai été obligée d'aller grappiller à droite, à gauche. Fait que j'ai mis sur pied une méthode. J'ai commencé à enseigner à l'INIS, à l'école de cinéma. J'enseignais aux scénaristes et aux réalisateurs. Et puis, j'ai développé une méthode qui est très imagée. Je travaille avec des images, moi. Beaucoup, 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 beaucoup. Et ça paraît, je pense, dans mes romans. Les gens me disent souvent, mon Dieu, je l'ai vu, j'étais là. Le party là, du souper, j'étais assise là. Et ça, c'est une des choses qui me touche beaucoup, moi, que des lecteurs viennent me dire, mon Dieu, j'étais là. J'ai suivi ça de la première page à la dernière, j'étais là. Moi, je sais que quand je commence à écrire un roman, j'essaie de penser à mon lecteur. Et je lui tiens la main et je vais lâcher juste quand ça va être écrit fin. Entre-temps, je le tiens tout le temps, donc je pense à lui souvent. Il y a Dany Laferrière qui a dit des choses assez formidables sur l'écriture, dont celle-ci que j'aime beaucoup. Il dit, tous les auteurs devraient toujours tenir compte du cœur des lecteurs, même s'il sait que c'est avec sa tête qu'il va lire. Alors, moi, je prends ça et je me dis, je vais t'amener à travers une histoire, je vais essayer que tu sois passionné, que tu sois fasciné, que tu apprennes des trucs, mais que tu sois touché, que tu aies envie de rire, que tu sois étonné, que tu te poses des questions, comme moi, je le fais. Alors, c'est ce que j'essaie de faire entre les lignes. Et j'essaie d'enseigner de la même façon, en disant, oui, il y a le sujet, mais tout ce qui est entre les lignes, tout ce qui va apparaître à un moment donné, c'est comme ça qu'on va chercher son lecteur. Laissez-le jamais tomber. Même à la fin, moi, j'aime ça quand les gens me disent, vous, ma motadite, il est à 2 heures du matin, puis je disais, oh, encore un petit chapitre, encore un autre petit chapitre. Alors, ça veut dire que moi, quand je finis mes chapitres, je fais, non, attends, vas-tu m'intriguer assez que tu vas avoir envie de dire, ah, chapitre 11, ok, je continue. Voilà. Oui, et ça, c'est mon écriture télévisuelle qui m'a amené à faire ça. J'ai découvert ça plus tard que, comme j'ai écrit beaucoup pour la télévision, émissions jeunesse, après ça, pour adultes, c'est ça. Il y a toujours des pauses commerciales. Fait que tu peux pas laisser ton téléspectateur en disant, regarde, fais ce que tu veux, va-t'en dans le frigidaire, va, zap, puis va-t'en à une autre chaîne. Non, je veux qu'il revienne. Fait que je vais y mettre quelque chose qui va le sustenter, qui va assez dire, merde, je vais attendre que la pause commerciale soit là, puis après, je vais pouvoir continuer à savoir ça va être quoi le punch, puis qu'est-ce qui va arriver. Alors voilà. Oui, puis tout à fait. On a vraiment des images lorsqu'on lit. Puis j'ai l'impression qu'il y a des images, il y a des propos dans le livre qui vont me hanter un certain temps aussi. Ce moment-là où, par exemple, comme je disais, Gilles, bien malgré lui, apprend ce métier-là de s'occuper d'une chèvre, de s'occuper du troupeau, de traire, de donner ces soins-là, alors que c'est vraiment un genre de mauvais tour là, de la part de son grand-père, mais qui se retrouve en fait. Ça, c'est intéressant en fait. C'est quelqu'un qui semble avoir tout perdu et qui semble au fil des épisodes regagner plein de choses par rapport à lui aussi. Ouais. Donc, j'imagine qu'il y avait un besoin de... Oui. J'en ai fait un héros quand même qui est ouvert à la connaissance. Comme il aime voyager, comme il va partout dans le monde, la découverte est importante pour lui. Alors, il aime beaucoup son grand-père, il est touché par lui. Au début, il veut rien savoir, mais tranquillement,
il y a tout à coup de la peine de dire, je viens juste de le retrouver, puis je vais le perdre bientôt, là, parce qu'il est pas jeune, parce qu'il a mal aux genoux, parce qu'il tombe des fois, parce qu'il est fragile, et donc, moi, c'est une des choses qui m'a troublé beaucoup, beaucoup pendant la pandémie. Les gens nous ont demandé beaucoup comment on avait vécu ça. Ben, facilement. Regarde, un auteur, on est en pandémie tout le temps, nous autres. On est chez nous, à pyjama, puis on écrit. Fait que, regarde, le linge mou, on connaît, puis rester chez soi, pas répondre au téléphone, pas voir de monde quand on est en écriture, c'est ce qu'on fait. On est solitaire et avec son œuvre, avec sa pensée, avec ses réflexions, quoi. Donc, il y avait ça dans un premier temps. Mais moi, ce que j'entendais, c'est les chiffres effrayants du nombre de personnes âgées qui venaient de mourir. Moi, pendant la pandémie, au début de la pandémie, j'ai appris que j'avais un âge vénérable, ça je le savais, mais un âge vulnérable, je le savais pas. Et ces gens-là, ils sont morts seuls, sans soins la plupart du temps, sans leur famille. Et c'est comme, bof, un autre, tant de morts aujourd'hui, tant de morts cette semaine, tant de morts ce mois-ci. Et je me disais, oh, mais ces gens-là ont eu une vie formidable, la plupart. Des connaissances, des choses. C'est comme, pouf, c'est balayé du revers de la main. Donc, j'avais envie qu'on aille avec ce vieux monsieur-là et qu'on sache qui a vécu des affaires, qui était au Pays Basque, qui a eu des connaissances, que très jeune, il était berger l'été, il a fait tel truc, qu'il savait danser, qu'il a appris la lecture par sa femme. Donc, un vécu formidable. Il y a tellement de monde qui sont partis sans qu'on fasse l'éloge de ces gens-là, de leur vie. Tout à fait. C'est pour ça que c'est important. Puis on a une génération, on voit que dans ce livre-là, on a une jeune génération qui a tout à gagner d'être en situation de proximité avec une personne plus âgée et qui a tellement à apprendre. L'espoir vient d'Henri, dans le fond, pour Gilles. Il y a beaucoup de pays qui ont compris ça. Tous les pays asiatiques, beaucoup, ils ont leurs parents avec eux, leurs grands-parents avec eux. Bon, et c'est sûr qu'ils travaillent pas autant, mais ils sont utiles à la cuisine, aller chercher les enfants à la garderie, les garder de temps en temps pendant que les parents travaillent. Donc, ils ont une utilité dans la vie jusqu'à la fin. Et on les apprécie pour ce qu'ils sont. Ici, on les prend, nos vieux, on les met dans des trucs, puis on fait, on les sort à Pâques, là, on leur apporte des chocolats une fois de temps en temps, et c'est tout. C'est pas vrai parce que je généralise, mais il y a beaucoup de monde qui sont proches aidants et qui vont voir leur famille, leurs parents et tout. Mais c'est comme si ça fait pas partie de nos vies, les personnes plus vieilles. Comme moi, les gens me disent, oh mon Dieu, vous avez presque, mon Dieu, vous êtes bien intelligente. Tu fais, ben là, mon cerveau il meurt pas. Là, j'ai pas encore la maladie d'Alzheimer. Puis j'ai mal aux genoux des fois. Je suis ralentie un petit peu, mais je suis encore vivante. Donc je suis encore un incubateur d'idées, de choses à partager. On veut pas les partager absolument, on veut pas les imposer, mais on a ce potentiel-là. Considérez votre voisin, la madame d'à côté, l'autre tout le monde. Puis dans les livres, il y a ça aussi. Moi, ça a été mon livre de chevet. Je sais pas si vous arrivez à lire. Ouais, l'artisan fermier. L'artisan fermier, manuel d'élevage artisanal du poulet de chair, de la poule pondeuse et de la chèvre laitière. J'ai appris la chèvre, comment construire un truc pour faire la traite, qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils boivent, où c'est qu'ils vont, qu'est-ce qui est bon pour eux, comment ça a été. Merci à Dominique Lamontagne d'avoir écrit cet ouvrage et à mon agent littéraire qui a des chèvres. Alors j'ai été voir comment on traite les chèvres. J'ai appris, moi aussi, ça a été formidable. Dans un roman où tu parles d'un promeneur de chèvres qui s'occupe de chèvres, faut que je sache de quoi je parle là, parce que personne va me croire. Donc, puis le retour à la campagne est important. On l'a vu avec le travail. Tout le monde veut se pousser de la ville pour venir. Tout le monde a des poules. Tout le monde pense que et ça fait du bien. Je le sais, je l'ai fait en 2003 moi. Je suis dans les cantons de l'Est depuis 2003 et je n'ai jamais, mais jamais regretté. Jamais. Wow. Ben c'est fort intéressant. Francine, on a eu une super bonne nouvelle cette semaine. On a appris que votre livre Anna et l'enfant vieillard sera porté au petit écran dans une série qui va s'appeler Anna et Arnaud, si je comprends bien. Les deux personnages, oui. Ouais.
on a appris que Guylaine Tremblay allait faire partie de la distribution. Voulez-vous en parler un peu? Ça semble être un projet qui vous touche beaucoup. Est-ce que c'était un rêve que vous aviez en écrivant? C'est toujours très agréable de savoir que quelqu'un veut amener une œuvre ailleurs. Moi, j'aime le principe de ça. Il y a des auteurs qui sont pas capables, puis qui feraient tout, là. Ils joueraient tous les personnages, puis ils écriraient les scénarios et tout. Moi, j'ai écrit le roman, et j'avais bien dit, si vous voulez adapter pour la télé ce roman-là, moi, je l'écrirai pas. D'abord, je le vis encore au quotidien, puis j'ai écrit le roman, et j'ai l'impression d'avoir tout dit dedans. Il y a une partie qui était pas dedans, mais qui va être dans la série. Donc, j'ai servi... il y a eu énormément de rencontres avec le scénariste qui est le cadeau du siècle, François Archambault. J'ai lu plusieurs versions, je viens de lire les dernières versions finales des 8 épisodes. C'est magnifiquement écrit, ça va plus loin, il y a des idées, il y a ajouté des choses, mais j'y avais donné le OK. J'avais dit, vas-y, il t'amène ça où tu veux. Et des fois, je faisais une petite dire telle affaire, c'est faux, dis pas ça, ça n'a pas de bon sens, on va te taper ses doigts, c'est pas légal, ça c'est ça à la place, je pense, comme j'ai vécu ça beaucoup, puis qu'il y a eu un procès, puis qu'il y a eu toute cette partie-là, je l'ai vécu, je le sais, alors c'est des détails que j'ai ajoutés. Mais je suis contente, j'ai hâte de voir, maintenant que c'est écrit, j'ai vu lui où est-ce qu'il amenait ça, et là j'ai hâte de voir le réalisateur Louis Bélanger, où il va amener ça, parce que c'est une autre proposition encore. Moi, je dis souvent à mes étudiants scénaristes, regardez, vous allez toujours être les parents naturels de cette histoire-là. Mais il y a un réalisateur qui va devenir le parent adoptif, puis il va y avoir des parrains, marraines, diffuseurs, producteurs, etc., qui vont vouloir mettre leur grain de sel. Si on part du principe que on veut pas ça, ben on donne pas nos droits à personne, on cède pas nos droits. On laisse aller. Mais moi, je vais être contente de voir quelque chose d'autre. Et on a rajeuni le personnage aussi, donc, mais je voyais pas l'intérêt de le jouer. Et je voulais un peu m'éloigner de ça. Ça va être une autre histoire, là. C'est sûr que c'est Guylaine qui fait Anna, et c'est un jeune garçon, j'ai vu son audition au Palais, Nico Rassico, qui va faire Arnaud. Et on a tablé très fort sur les deux personnages. Les deux visions, celle de la mère et celle du fils. On les suit en parallèle à travers cette histoire-là. Ah, c'est vraiment fascinant. Alors, on a très hâte. Il reste encore de la neige, on en a besoin parce qu'on veut montrer des scènes d'hiver, et c'est important que l'itinérance se montre en hiver, parce qu'en été, c'est quand même pas si mal quelque part. L'été, il fait chaud, c'est moins pire que l'hiver, il fait froid, et c'est toujours très, très dangereux l'itinérance en hiver. Voilà, on voulait la montrer à l'écran. Tout à fait. Et c'est un livre qui a vraiment marqué les gens. Il y a comme 60 000 exemplaires qui ont été vendus. Je suis toujours fascinée de voir, lorsque vous vous promenez, je sais que, bon, dernièrement, vous avez peut-être pu faire moins de salons du livre, mais quand même, les gens, Francine Ruel, veulent vous partager quoi par rapport à vos ouvrages? Vous avez dit, il y en a qui lisent, c'est ça, qui lisent rapidement, qui n'ont pas été capables de placer le livre sur la table de chevet, mais sinon, qu'est-ce que les gens vous transmettent? Qu'est-ce que vous recevez comme témoignage? Excusez-moi, on a toujours des découvertes à chaque fois qu'on va dans des salons du livre, parce que les auteurs varient, changent. Dans le dernier, avec Le Promeneur de Chèvres, il y a beaucoup d'hommes qui lisent. Ce que j'avais moins dans mon lectorat, j'ai eu un lectorat très féminin. Et avec Anna et l'enfant vieillard, quand j'ai sorti le livre, le premier salon que j'ai fait, c'est le Saguenay. Et je savais pas que j'avais ouvert une boîte de Pandore en écrivant cet ouvrage-là. Alors, j'ai vu des fils et des fils de monde qui sont venus me dire, moi aussi, mon fils, ma fille, mon frère, ma soeur, mon cousin, mon voisin, mon ami, mes parents. Écoute, j'ai été submergée par la douleur des gens, dont un monsieur qui m'a dit cette chose incroyable. Vous êtes chanceuse, vous avez les mots pour le dire. Donc, j'ai comme compris l'espèce de rôle que je pouvais assumer aussi, d'aider comme je pouvais, mais regardez, je suis pas une spécialiste, mais de juste partager cette difficulté-là de la vie, d'avoir un enfant adulte qui
qui y arrive pas dans la vie, puis qui prend les chemins de traverse, puis c'est peut-être pas les meilleurs pour lui, puis que les parents vivent ça et subissent ça. Alors, il y a cet échange-là. Il y a aussi l'échange avec les 4 romans sur le bonheur, les gens qui ont dit « Oh, j'ai ri pour hurler, moi aussi j'ai acheté une maison, moi aussi je l'ai fait réparer, moi aussi j'ai eu des travaux. » Alors ça, là, c'est formidable, c'est que tu te rends compte que t'écris pour des gens qui se reconnaissent, qui vivent un peu les mêmes choses ou parallèlement et qui sont contents de partager. Alors, les salons du livre et aller voir les auteurs, ça sert à ça, c'est génial. Pour moi, en tout cas, moi, je trouve que c'est d'une richesse incroyable. Incroyable. Et vous m'avez dit, donc, vous allez partir en tournée des salons du livre éminemment. Donc, d'où la beauté, en fait, de pouvoir recommencer à rencontrer vos lecteurs, lectrices. Répondre à leurs questions aussi, oui, à leurs interrogations. Oui. J'ai envie, en terminant, de vous demander, travaillez-vous sur quelque chose en ce moment? Donc, vous pouvez nous parler, dans un prochain salon du livre en personne, on pourrait peut-être vous revoir avec quoi? Pas au printemps, là, c'est ça, j'ai pas commencé. Oui. Je fais une recherche. Je pense que ce qui va venir après, mais c'est pas simple à écrire, alors je prends mon temps. Mettons que je fais le tour un peu, là. Mettons que j'ai besoin de faire ça, moi, de tourner autour du sujet avant d'en plonger dedans. J'ai écrit un récit sur ma mère qui s'appelle Ma mère est un flamant rose. Et j'avais envie de faire le pendant sur mon père, qui serait, j'ai déjà le titre, puis je pense qu'on va le garder. Mon père est un pigeon voyageur. Mon père était commis voyageur, donc ça va dans le sens. Mais c'est un roman, c'est un récit en fait particulier parce que j'ai connu mon père que de 0 à 7 ans. Mon père a quitté ma mère et ses 5 filles tout de suite après. Alors, c'est un roman inventé. Il faut que je trouve la formule. Tant que j'ai pas la formule, je sais pas quoi écrire encore. Alors, il y a tout ce que je connais, tout ce que je connais pas, tout ce que je peux inventer, tout ce que j'ai été grappillé comme information. Alors, j'ai ça devant moi et j'ai pas trouvé la forme encore. Tant que je l'aurais pas trouvé, ben, je sauterai pas à pieds joints dans le projet. Mais j'ai envie d'écrire. Ça, j'ai toujours peur après chaque ouvrage de dire, bon, ben, c'est le dernier, puis j'ai plus rien à dire, ou j'ai pas cette flamme-là, mais mettons que comme être humain, je m'arrange pour que mon petit brûleur soit tout le temps, que la petite flamme du brûleur soit toujours allumée. Alors donc, elle est encore là, fait qu'on va peut-être y venir. Ben, en tout cas, on a très hâte de pouvoir le lire. Donc, il va vous rester dans les prochaines semaines, prochains mois, des moments où vous allez devoir vous scotcher à votre chaise et écrire. Il n'y a pas d'autre façon de faire. Il n'y en a pas d'autre. Voilà. Francine Ruel, merci infiniment. Donc, évidemment que les gens peuvent profiter du salon en ce moment pour se procurer votre nouvel ouvrage, Le Promeneur de chèvres. Moi, ça m'a beaucoup touché. D'ailleurs, j'interpelle les plus jeunes qui nous écoutent sur Facebook en ce moment. Allez lire ça, vraiment, ça parle de nous, c'est très touchant. On a beaucoup à apprendre de ce livre-là, et évidemment d'une génération plus âgée que nous. J'invite les gens maintenant, il y a un lien Zoom qui va apparaître dans les commentaires de notre discussion. Vous allez pouvoir, parce que c'est un salon du livre, rencontrer de façon virtuelle Francine Ruel. Elle va pouvoir répondre à vos questions et vous jaser un peu. Donc, vous allez pouvoir cliquer sur le lien Zoom qui va apparaître dans les commentaires sous la vidéo. Francine Ruel, ça a été un plaisir. Merci. Ben, merci beaucoup d'avoir apprécié le roman et qu'on ait pu en parler profondément. C'est important. Puis j'ai envie de dire aux gens, gênez-vous pas pour poser les questions. Je suis là. Après, je serai plus là. Je vais être dans d'autres choses, vous aussi. Alors, on a cette possibilité-là, même si on n'est pas en personne. Alors, présent en personne, au moins de le faire, de poser vos questions. Et si c'est vraiment trop indiscret, je vais me promener là-dedans, mais autrement, c'est très rare que je réponds pas aux questions. Alors, j'ai envie de dire, allez-y, allons-y ensemble, on va pouvoir en parler. Ben, Francine Ruel, merci infiniment. Bonne écriture pour la suite. Et puis, aux lecteurs et lectrices qui nous écoutent et qui nous regardent, bonne lecture et bon salon du livre. Il reste encore aujourd'hui et demain. Et demain, profitez-en, mon Dieu, même si c'est virtuel, profitez-en, c'est pour vous. C'est là, il y a des auteurs qui ont des choses à vous raconter et à vous apprendre aussi. Alors, allez-y, gênez-vous pas, c'est un salon formidable. Oui. Merci beaucoup. Merci.